Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne du Cercle des Volontaires, ou plutôt merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors on vient à votre rencontre pour parler de la JP Morgan, donc cette énorme banque américaine qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle. Elle a pas mal de démêlés judiciaires qui pourraient, selon vous, peut-être causer sa perte à moyen terme. En effet, je pense que les ennuis judiciaires de la JP Morgan ne sont pas du tout innocents. D'une part parce que pour lancer toutes ces attaques légales, il apporte d'avoir l'accord du gouvernement et de toutes les autorités de régulation, et diverses autorités de régulation. Et il se trouve que j'avais annoncé avec 6 mois d'avance la démise de Blythe Masters, parce qu'elle fait de l'ombre à la Goldman Sachs, et que Goldman Sachs veut récupérer son business. Et donc en cela, la Goldman Sachs a été aidée par le patron de la JP Morgan, Monsieur Jamie Dimon, qui n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait avec les politiques pour aplanir les choses. Jamie Dimon a pété un plomb, littéralement, il a pété un plomb, il est devenu fou. Je vais vous montrer un livre. Voilà, je vous montre un livre, donc c'est la biographie de Jamie Dimon, de Last Man Standing de Monsieur Duff McDonald. Vous voyez, donc Donald qui écrit la biographie de Picsou. C'est assez drôle. Donc j'ai lu ce livre, ça va de soi, pour lorsque j'ai écrit Blythe Masters. On n'apprend pas grand-chose, pour ne pas dire rien. C'est un livre qui a quasiment pas d'intérêt, sauf si vraiment vous voulez tout savoir sur la vie et l'œuvre de Jamie Dimon. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ce qui ressort de cette biographie, c'est que Monsieur Dimon, puisque c'est le dernier homme debout, le seul homme, après, une fois que la bombe nucléaire vous savez, de l'effondrement de Wall Street, une fois que la poussière est retombée, le seul homme, la seule banque qui était restée debout, c'était la JP Morgan, et bien entendu, Monsieur Jamie Dimon, vous savez, debout sur les décombres de Wall Street. Et donc c'est pour ça qu'il était devenu extrêmement proche de Barack Obama, donc, où il était reçu régulièrement, quasiment toutes les semaines, au point que on a des photos très intéressantes d'ailleurs, où il a les boutons de manchette qui sont réservés uniquement au président des États-Unis, parce que c'est le sceau des États-Unis. Donc on voyait Jamie Dimon qui se promène avec les boutons de manchette de Barack Obama. Ça veut tout dire. Et puis, vous voyez, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, il a pété un plomb, il y a eu un clash entre Obama et Jamie Dimon, donc, et maintenant, toutes les affaires commencent à sortir ou à tomber, et c'est littéralement une série d'explosions. Et tout ça vient de l'affaire de la baleine de Londres. Il y a deux Français dans cette affaire. Il y a Bruno Exil et Julien Gros, il ne faut pas l'oublier. Il y a un Espagnol, il y a un Espagnol et un Français, donc Gros, qui était recherché par Interpol. Enfin, le juge d'instruction américain avait balancé leur dossier à Interpol. Bruno Exil, comme il collabore, comme on dit, avec les autorités américaines, donc il n'y a pas eu de charge retenue contre lui. C'est ça qui est intéressant. Mais l'affaire de la baleine de Londres a montré que tout ce que Jamie Dimon avait raconté, c'est-à-dire lui, la seule banque pure et légère, sans faute, sans reproche, le Duguay-Clin Bank, en fait tout ça c'était du pipeau, c'était du pipi de chat, si je puis me permettre. Et du coup, la vengeance de la Maison Blanche a été terrible. C'est-à-dire que là, la JP Morgan s'est pris toutes les autorités de régulation sur le dos, et on en voit justement les conséquences aujourd'hui. Donc vous voyez, alors c'est intéressant parce que ils ont commencé par la démise de Blythe Masters, et en fait, il ne faut pas toucher à Blythe Masters. La preuve, c'est que Jamie Dimon, maintenant, est dans le collimateur aussi. Alors Jamie Dimon, justement récemment, vis-à-vis de tous ces démêlés judiciaires, a déclaré qu'il y aurait $1 milliard qui serait débloqué en interne dans la JP Morgan pour justement éviter ce genre de dérive qui se serait passé à Londres. Ça vous semble crédible, cohérent ?
Ça me semble, vous savez, c'est toujours très facile pour un patron de banque ou de Renault ou de Colgate de dire nous allons débloquer 400 millions, 1 milliard, 100 milliards pour que tout fonctionne mieux. Hein. Ça fait partie du b.a.-ba, vous savez, de la communication d'entreprise. En l'occurrence, ce qu'il a dit peut-être très précisément, c'est que cette somme sera allouée effectivement au contrôle interne, c'est-à-dire que tout le monde va contrôler tout le monde. Hein, donc vous allez vous retrouver dans une banque où techniquement, si vous voulez, chaque personne aura une autre personne pour la surveiller, grosso modo. Hein, je résume la situation. C'est pas non plus une solution. Hein, il est clair, si vous voulez, que dans l'affaire de la baleine de Londres, comme dans l'affaire Kerviel, parce que grosso modo c'est les mêmes affaires, hein, comme dans l'affaire de Dexner il y a quelques années, ce sont des traders qui avaient accumulé des pertes pas possibles, et pour ne pas perdre leur bonus, ont bidouillé, magouillé, etc. etc. Et l'affaire, et plus les pertes, je veux dire, plus les jours passaient, et plus les pertes devenaient grandes. Ce qui a créé l'affaire de la baleine de Londres. Je vous signale d'ailleurs que ceux qui ont plombé la JP Morgan, c'était des anciens de l'équipe de Blight Masters. Hein, c'est pas innocent, j'en avais parlé à la radio, hein, que l'équipe qui avait identifié ça, qui avait joué contre la JP Morgan, c'était les anciens traders de Blight Masters. Hein. Voilà. Enfin, de l'équipe de la JP Morgan, c'est des gens qui connaissaient les positions à l'intérieur, même s'ils étaient partis depuis 2-3 ans ou 4 ans, ça ne les empêche pas de bien connaître le mode de fonctionnement interne, hein, et savoir où ils vont poser leurs investissements, vous voyez, ou se retirer, ou la manière dont ils vont jouer sur les marchés. Donc ils ont été trahis en interne, hein, ça je l'ai montré il y a grosso modo 6-8 mois. Mais c'est étonnant, parce que personne ne l'a souligné ça. Mhm. Alors, dans le cadre donc de ces affaires, la JP Morgan a déjà été condamnée à payer, ou en tout cas c'est l'accord qu'ils ont trouvé avec les autorités pour la somme de, si je ne me trompe pas, 920 millions de dollars. Oui, enfin, Une première amende. Il y a eu plusieurs amendes. En fait, la semaine dernière, rien que la semaine dernière, en une journée, écoutez bien, avec ces 900 millions, la JP Morgan, plus les autres amendes, donc il y en a eu qu'à peu près 4, si je ne me trompe pas, 4 affaires, vous verrez sur mon site, hein, je les ai détaillées. Il y en a pour 1,2 milliard d'amende, juste en une journée. Hein. Ça vous montre bien, si vous voulez, que... alors, il y a une amende pour avoir falsifié les signatures, hein, dans les saisies de maisons, par exemple. Hein. Hein, voilà. Il y a ensuite, quelque chose avec les protections de cartes bancaires, je crois aussi. Voilà. Ensuite, il y a une histoire d'abus sur les cartes, sur l'utilisation des cartes bancaires, et des clients qui n'ont pas été remboursés sur ce qu'ils devaient être remboursés. Ensuite, il y a une histoire de subprime, hein, où ils ont abusé sur Fannie et Freddie. Enfin bon, bref, je veux dire, tout est bon, hein, là tout est bon. Alors, ce qui est génial, si vous voulez, c'est que l'autorité de régulation, l'autre autorité de régulation, la CFTC, la fameuse CFTC, hein, celle dont je parle dans Blight Masters avec Madame Broxley-Born, eh bien le patron, elle a été démise justement, hein, parce qu'elle était trop intègre et trop honnête, et donc elle a été remplacée par Gary Gensler. Aujourd'hui, c'est Gensler qui est à la tête de ça, et Gensler, bien entendu, comme patron de toutes les autorités de régulation américaines bancaires, c'est un ancien de la Goldman Sachs. Hein, voilà. Donc la boucle est bouclée, vous voyez. Donc je suis certain que M. Gary Gensler va se faire un plaisir de balancer d'autres dossiers et de mettre la JP Morgan en difficulté sur... Mais tout ceci vous montre... Ça vous montre quoi en fait? Ça vous montre, si vous voulez, que la foudre, 25 foudres sont en train de tomber les unes après les autres, vous voyez, chaque semaine, il y a des nouveaux dossiers. Et donc ça vous montre, c'est un travail de sape. C'est un travail de sape, littéralement. Hein, selon vous, c'est Goldman Sachs qui attaque ses concurrents directement? Il y a autre chose, Goldman Sachs, alors, je peux vous dire que les gens de Goldman Sachs, ils doivent pousser derrière, hein, puis grave, hein, ça doit les arranger. Mais il y a autre chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Jamie Dimon a pété un plomb, et s'est mis à dos l'intégralité, si vous voulez, de la caste, hein, du cartel, hein, de Washington. Et ça, c'est pas bon. Ça, et donc aujourd'hui, il est sur la touche, sa banque est sur la touche, et ils vont la faire tomber. C'est ce qu'on voit avec toutes ces affaires. Je vous signale que depuis l'affaire, depuis 2008, depuis que Wall Street a explosé, jamais vous n'avez vu autant d'attaques
sur une banque, même la Lehman. Même la Lehman. Faut vous en rendre compte quand même, c'est incroyable ça. Même la Lehman n'a pas eu tout ça. Justement, en parlant de la Lehman Brothers, est-ce qu'on ne peut pas comparer la situation de la JP Morgan à celle qu'a connue la Lehman Brothers en 2008 ? La situation est en effet comparable. La situation est en effet comparable. Sauf que les positions de la JP Morgan, vous savez, avec les fameux swaps, hein, les engagements, ce qu'on appelle, on les appelle les engagements notionnels, sont 10 fois plus élevés, ou peut-être même 100 fois plus élevés que ceux de la Lehman Brothers. Je veux dire que les engagements de JP Morgan, vous l'avez déjà, j'en parlais dans Black Masters, hein, vous l'avez là quelque part, c'est l'équivalent du PIB de l'Union Européenne, plus celle des États-Unis, plus celle de l'Asie. Tranquille, grosso modo, les 3/4 du monde, quoi. Et c'est une banque, c'est juste une banque. Hein, donc s'il y a une crise financière, si Wall Street explose comme elle réexplose à nouveau, je vous raconte pas, c'est tout le système financier qui s'arrête, il ne peut être autrement. Parce que n'oubliez pas, c'est un jeu de domino. Hein, tout le monde tient tout le monde par la barbichette, enfin en l'occurrence par le porte-monnaie. Donc voilà, donc là ça va dégager un truc, et là c'est le monde entier qui passe. La JP Morgan est celle qui a le plus d'engagement, de position absolument intenable en cas de crise, quoi. Ceci est une autre des raisons pour lesquelles ils sont en train de la démolir progressivement. Là, on a vu trois faits majeurs se passant au cours de ces 2 derniers mois. Vous avez par exemple la décision soudaine de vendre le département matières premières de Madame. Hein, de Madame dont on ne peut plus dire le nom. Hein, on ne sait plus comment elle s'appelle. Hein, voilà. Du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'en fait, elle a dépensé des milliards de la banque pour agrandir le département des matières premières agricoles et énergétiques, etc. Et du jour au lendemain, elle décide de la vendre. Et c'est-à-dire tous ces discours, hein, si vous reprenez tous ces discours qui sont dans le livre, notamment en matières premières, toutes ces déclarations faites à l'AFP, à Reuters, à l'AP, etc., tout ça tombe à l'eau. Donc il y a eu vraiment un clash colossal au sein de la banque, ça c'est une évidence, pour qu'ils vendent le département des matières premières, avec Black Masters dedans. Donc techniquement, Madame Black Masters est en vente. Si parmi vos téléspectateurs, il y a des gens qui sont intéressés, voilà. Remarquez, lui aussi, hein, il est en vente, hein. Hein, je vous le dis. Voilà. Donc, les matières premières sont en vente. Une semaine plus tard, on apprend que le grand immeuble de la JP Morgan en face de la Fed à New York est en vente. Ils le mettent en vente, soudainement, comme ça. Vous savez, quand une banque commence à se... Lehman avait fait ça, hein. Rappelez-vous, hein. Elle avait commencé à mettre en vente les immeubles de la Défense. Hein. Lehman avait racheté les immeubles. Voilà. Hein. Donc quand une banque commence à vendre ses bijoux de famille, en général, ça sent pas très bon. Troisième signe, JP Morgan dit... étudiants qu'ils arrêtent de traiter aussi. Ça, c'est le 4e. Hein, ils arrêtent de faire des prêts étudiants à partir du 1er octobre. Mais le 3e, c'est qu'ils se retirent des marchés interbancaires européens. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne font plus des prêts à telle ou telle banque, etc. Ils se retirent parce que c'est devenu peu sûr. C'est vachement rassurant pour le secteur bancaire européen, au passage. Hein. Comme vous le savez, la plus vieille banque italienne, la Monte Paschi, a explosé. Elle est en cours d'explosion en ce moment. Hein, je ne serais pas surpris qu'elle soit nationalisée. Hein, ça c'est un truc de plus, hein, que les Italiens devront payer de leur poche. Hein, voilà, pour tout ça, pour sauver... parce que n'oubliez pas, ce sont les swaps, là aussi, qui ont coulé la Monte Paschi. Hein. Le crédit défaut, la traduction que j'ai donnée de ça, c'est la permutation de l'impayé. Hein. Crédit, hein, bon, tout le monde comprend, défaut, hein, défaut de paiement, hein, donc voilà, il y a un défaut de paiement, et swap, hein, swap c'est permutation, vous voyez, c'est un peu comme le bonto, vous voyez, tiens, il n'y est plus là.
Voilà, c'est du swap, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Moi, je trouve que le Bonto est une excellente illustration, justement, du swap. Parce que comme tout le monde prend des swaps sur du swap sur du swap, en fait, ce ne sont que des gigantesques opérations de Bonto. Hein. Il faudrait, je sais pas s'il y a un film qui pourrait illustrer ça, tu sais, avec un mec dans la rue, tu sais, en train de faire des conneries, là, avec des billets de 5 euros. Non, mais c'est vraiment ça, en plus. C'est quand même incroyable. C'est vraiment ça. Et donc, le swap, si vous voulez, c'est une assurance sans une assurance. C'est-à-dire que c'est vous vous engagez à payer à la place de quelqu'un, mais sans qu'on ait vérifié si vous aviez les fonds. Hein. Par exemple, c'est comme si vous vous transformiez du jour au lendemain en assureur, sans que l'État puisse garantir le fait que vous ayez minimum de 800 millions en banque en cas de... vous voyez, pour vraiment payer les sinistres. C'est la permutation de l'impayé. Si je paye pas, vous payez ma place. C'est un instrument financier qui a été inventé donc, par la JP Morgan et en particulier donc... Enfin, c'est pas en particulier, c'est notre chère, celle dont on ne peut plus dire le nom, mais c'est elle qui a inventé ça, qui a réinventé, hein, plus exactement, et c'est ce qui a fait la fortune de la JP Morgan, puisqu'ils ont pu racheter leurs actions. Hein. Voilà. Elle a fait un carton, non seulement auprès de la JP Morgan, mais ensuite son invention, enfin sa technique a été reprise par toutes les autres banques. Mais contrairement à elle, qui avait on va dire que c'est la sorcière qui savait mettre les bonnes potions, vous voyez, hein, pour qu'un filtre d'amour reste un filtre d'amour, hein, et pas un filtre destructeur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les autres banquiers ne comprennent rien au dosage. Hein, c'est ce que me disait la patronne de la CFTC de l'époque, Brooks Leborn. Hein, elle disait que l'invention de Black Masters était bonne tant qu'elle restait dans un environnement de régulation d'État. Voilà. Hein, c'est-à-dire que chaque swap qui était fait, signé, était calculé, engrangé dans une comptabilité nationale, et on ne peut pas dépasser un certain nombre de swaps, enfin de montants notionnels, hein, pour arriver à la folie que vous avez aujourd'hui, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, sur ceux de la JP Morgan. Hein. Voilà la réalité. Et les swaps aujourd'hui tiennent le monde entier. Le monde entier se tient enfin le monde financier, pardon, hein, se tient par la barbichette. Hein. Pourquoi croyez-vous que je l'ai dit maintes fois, aujourd'hui les clients de la banque postale sont des gens qui ne peuvent plus retirer, s'ils ont 2000 euros sur leur... Ils ne peuvent pas retirer, on leur interdit, parce que Dexia, qui a explosé sous le poids de ses crédits défaut swap, hein, eh bien, le gouvernement de Sarkozy a été obligé de l'accoler à la banque postale. Ce sont les Français, les petits retraités, la mémé, le papy, etc., dont les retraites servent à payer, hein, je vous raccourcis le truc, à les swaps, hein, et les engagements de la Dexia. C'est un pur scandale. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, c'est ça. C'est très très important. Hein, voilà. Et donc, il y a un point sur lequel je devais vous répondre. Pourquoi on ne peut plus prononcer le nom de... Oui, oui, parce que il y a 3-4 jours, le quotidien, l'un des plus vieux quotidiens américains, qui s'appelle American Banker, qui est le journal, la bible de tous les banquiers financiers américains, hein, voilà. Et donc ils ont décerné un prix à la banquière la plus puissante, et le nom de madame n'a plus été prononcé. Hein, c'est interdit. Donc c'est une autre banquière de la JP Morgan, qui est d'ailleurs dans le livre, Madame Callaghan, qui a reçu le prix de la banquière la plus puissante, la financière, pardon, la plus puissante. Et celle qui a reçu le prix de la banquière la plus puissante, vous n'allez pas le croire, c'est Madame Monet. Elle est la patronne de KeyCorp. Hein, KeyCorp est une très grosse entreprise qui a commencé avec les cartes à puce, et qui aujourd'hui est un des grands spécialistes mondiaux du traitement de données bancaires pour le compte des banques et la fabrication de cartes de crédit et de tout ce qui est RFID, etc. Donc c'est elle aujourd'hui qui a reçu le prix de la femme la plus puissante. Oui, donc on ne peut plus prononcer son nom. Hein, oui, il y a le fait qu'American Banker n'ait pas mentionné le nom de madame était extraordinairement éloquent. Hein. Vous voulez dire qu'il prépare sa chute ou...
Bah, vous savez, à partir du moment où la JP Morgan a dit qu'il vendait le département de matières premières avec Madame dedans, c'est une forme de démise. Mais c'est une révolte de la part de Blade Masters aussi. Il ne faut pas se tromper là. Comment ça, une révolte? Vendre le département de Blade Masters avec Blade Masters dedans, c'est une révolte de la part de Blade Masters. Sinon, elle aurait plaqué, elle aurait donné sa démission, elle serait partie. Or, elle est toujours là-bas. Elle n'a pas démissionné. Je vous le signale. C'est intéressant. Et selon vous, est-ce que la Goldman va essayer de la récupérer ou Ah non, la Goldman ne la récupérera pas. La Goldman ne la récupérera pas pour une raison très simple, c'est que ils ont pris, pour piloter le département des matières premières de la Goldman Sachs, ils ont pris une fille d'une intelligence absolument remarquable, qui est française d'ailleurs, hein, qui pilote ça. Mais elle n'a jamais pu concurrencer Blade Masters sur le domaine des matières premières. Donc ils ont décidé de récupérer entre autres son business. Aujourd'hui, si vous voulez, la confiance de tous les clients est perdue pour la JP Morgan. Hein, voilà. Donc tous les clients de la JP Morgan vont aller ailleurs. Hein, ou vont suivre Blade Masters peut-être, même certainement. Mais ce qui est certain, si vous voulez, c'est que tous les procès dont on a parlé précédemment, hein, et c'est là où je voulais en venir avec vous, c'est intéressant, c'est que ça ouvre la porte, et écoutez bien, ça ouvre la porte à tous les class action, je ne sais pas comment on dit ça en français, je ne sais plus quel est le terme exact, d'avocats pour la défense de leurs clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la JP Morgan a reconnu avoir fauté, hein, pour rester pudique, dans l'affaire de la baleine de Londres, eh bien, les actionnaires sont en droit de réclamer des dommages et intérêts, des compensations financières, et toutes les autres personnes qui ont été lésées, par exemple dans les histoires de fausses signatures, pour saisir les maisons, etc., eh bien, les avocats vont pouvoir faire des class actions et réclamer des centaines de millions de plus. Donc, tous ces dossiers qui ont soi-disant été réglés, en fait, ne le sont pas, puisque chacun d'eux ouvre une nouvelle porte, hein, pour des nouvelles attaques légales. C'est ça que vous devez voir. Mais c'est un peu, vous savez, comme une bombe qui ouvre, quand elle explose, en fait, vous faites tomber dessus de 10 autres bombes. Hein, les bombes à fragmentation, je sais pas comment on appelle ça. Ça va pas concerner uniquement la JP Morgan, ça va aussi concerner d'autres banques, et dont notamment Goldman Sachs, qui est aussi impliqué dans comme par hasard, c'est très intéressant, Goldman Sachs, notamment dans l'une des affaires qu'on a traitées au cours de ces 3 dernières années. Comme par hasard, les juges ont estimé que Goldman Sachs n'avait rien fait de mal. C'est étonnant. Et l'affaire a été close. Vous savez, dès que vous touchez à Goldman Sachs, il y a une sorte de... Comment dire vous savez, c'est comme s'il y avait une fée qui passait, vous voyez, avec sa baguette magique, et puis avec des étoiles dorées, dorées forcément, qui recouvrent la Goldman Sachs, la banque, d'un sorte de nuage de protection. Elle est extraordinairement protégée. Regardez bien, les traders qui ont été mis en prison, les banquiers qui ont été mis en prison, vous croyez que la Goldman Sachs, ils ont balancé en pâture un trader français, Fabrice Tour. Ils auraient pu balancer ses chefs, hein, ou ceux qui ont conçu les différents produits, etc. Hein, enfin, c'est responsable du moins de la Goldman Sachs, pas du tout. Il n'y a eu que Fabrice Tour. Observez, il faut vraiment bien regarder dans les tout petits détails, vous voyez, pour voir. Hein, et ça c'est un message qui est transmis clairement. C'est-à-dire que les traders américains, les banquiers américains, ils vont les protéger jusqu'à la dernière limite. Hein. Jusqu'à présent, les 2 traders arrêtés chez lui, il y en a un qui est espagnol, l'autre il est français. Blade Masters, ils l'ont lâché, elle est anglaise. Et qu'on ne parle pas de Madoff n'était pas banquier, je le rappelle. C'était pas un banquier, c'était juste il avait une sorte de hedge fund, on va dire ça comme ça, mais c'était pas un banquier. Les gens confondent financier et banquier. Les banquiers reçoivent des agréments d'État, de l'État. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une régulation d'État. Une banque, les banquiers sont obligés de rendre des comptes tous les mois à la banque centrale et au gouvernement, au ministère des Finances. Les hedge funds, pas vraiment. Hein, c'est 2 choses, c'est 2 mondes totalement différents. Hein, voilà. C'est très important ça. Et quand vous condamnez un banquier, vous condamnez toute la régulation bancaire d'État derrière. Hein,
C'est pour ça que vous voyez que des traders étrangers qui sont jetés devant les tribunaux. Voilà. Et quelles pourraient être selon vous les conséquences si jamais la JP Morgan devait être amenée à cesser ses activités justement à cause de toutes ces affaires Les conséquences seront phénoménales. Si vous voulez, toutes ces affaires judiciaires sont là pour indiquer aux clients actuels de la JP Morgan de se barrer déjà. Voilà. Donc déjà, tous ces clients sont en train de se barrer. Elle avait quand même plus de 1200 ou 1400 traders, je ne sais plus. Tous ces traders gèrent des clients. Voilà. Ils vont aller ailleurs, ils vont aller chez Morgan Stanley ou chez Deutsche Bank ou BNP, qui sait. Mais toujours est-il, vous savez, quand vous avez un département comme ça qui est sur la sellette, vous n'allez pas rester dedans. Vous n'allez pas faire les frais d'une guerre interne en tant que client, c'est pas votre problème, vous en foutez. Vous, ce que vous voulez, c'est d'avoir un retour sur votre investissement. Voilà. Vous foutez complètement et totalement des guerres internes de la JP Morgan ou de toute autre banque. Voilà. Vous voulez un travail sérieux qui soit fait. Et par définition, quand il y a une guerre interne dans une banque, dans un département, c'est toujours le client qui paye derrière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes ces attaques des régulateurs américains sur la JP Morgan sont un message qui est fait pour faire partir les clients. Voilà. Pour qu'ils se mettent à l'abri. Mettez-vous à l'abri parce qu'après, il y aura les B-52 qui vont passer. Vous voyez ça va être le tapis de bombe là, supplémentaire. Je pense très sincèrement que, puisque le FBI a décidé de reprendre, d'ailleurs vous avez un dessin très intéressant sur mon blog, sur le site de cette semaine, c'est marrant d'ailleurs, de Sébastien Dieu, puisque le FBI a décidé de reprendre le dossier qui avait déjà posé un problème pour Black Master, c'est pour lequel la JP Morgan a été obligée de payer 500 ou 600 millions de dollars pour qu'elle ne se retrouve pas devant un tribunal. Voilà. Donc le FBI a décidé de reprendre ça. Et quand le FBI reprend un dossier, quand il débarque dans une entreprise, en général, ils saisissent tout. Vous voyez, c'est pas les régulateurs. Vous voyez, les régulateurs, là, eux, c'est Interflora. Le FBI, c'est autre chose. Les mecs, ils cassent vos fenêtres, vos portes, ils saisissent tout. FBI, vous savez, comme dans les films. Donc, ceci n'est pas innocent. Ça va dégénérer, cette affaire. Ça va dégénérer. Et ça va être très intéressant, parce que il faut vraiment la suivre, elle, parce qu'il ne faut pas croire qu'elle va se laisser faire. J'invite vos spectateurs, s'ils peuvent sous-titrer cette interview en anglais, parce que je peux vous assurer que ça aura un succès fou au sein même de la JP Morgan. Mais oui, n'oubliez pas que j'avais donné chez Max Kaiser, j'avais expliqué 6 mois ou je ne sais pas combien de temps avant qu'elle allait être lourdée, et qu'elle-même ne le savait pas. Et comment vous le saviez, vous ? Mais parce que je veux dire, par ma revue de presse, si vous voulez, je vois, si vous voulez, comment vous dire, c'est comme du renseignement, vous voyez, vous voyez des trucs, par exemple, je sais pas, il faut que je prenne une analogie, vous voyez des troupes qui sont amassées à une frontière, les mecs, ils vont, si on amasse des troupes, si une armée amasse des troupes dans une frontière, c'est pas pour faire du pique-nique, en général, c'est pour, voilà. Quand les Russes avaient amassé des troupes pour envahir l'Afghanistan, même les satellites de la CIA avaient fait des photos, mais les interprètes, ils avaient donné l'information, mais ils disent mais ils vont faire quoi ? Ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que je n'interprète pas les informations comme ça. Et surtout là, enfin, vous l'avez entendu avec moi, vous avez un amoncellement de preuves absolument insensé sur la démise de la JP Morgan là aujourd'hui. Donc à tous les clients de la JP Morgan, barrez-vous. Ça va être chaud. Et vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, de très grands acteurs français, qui sont à la JP Morgan. Il y a beaucoup d'aristocrates français, des grandes familles françaises qui sont à la JP Morgan. Vous savez pourquoi ? Parce que la JP Morgan a recruté l'un des héritiers du trône de France comme responsable de sa branche investissement, qui était auparavant d'ailleurs à la Banque Rothschild. Alors avec la chute de la JP Morgan, on va assister au triomphe absolu de Goldman Sachs, alors du coup. Il n'y aura plus aucun concurrent. Mais vous avez... Totalement. Mais attendez, mais vous avez vu la montée en puissance de la Goldman Sachs. Vous avez vu comment ils ont posé leurs pions
dans toutes les banques centrales ou dans toutes les banques européennes. Ou même à la tête de certains États, on a des anciens de Goldman Sachs aussi. On parle en de Italie, en Monti, Grèce. Voilà. Attendez, mais c'est pas innocent. La BCE. Mais c'est pas du tout innocent. Attendez, et vous avez pas regardé ce qu'il y a en Australie, en Nouvelle-Zélande? Hein? C'est très intéressant ça à observer. Vous avez Goldman Sachs a décidé, si vous voulez, la finance a pris le contrôle du monde. Hein, voilà, on le voit bien, hein, c'est très net. Hein, Goldman Sachs, c'est le triomphe, si vous voulez, de l'argent et du film, hein, du fameux film Wall Street. Hein, c'est vraiment ça le truc. Hein, c'est la société, c'est la firme au-dessus de votre vie privée, de votre confort personnel, etc. Vous devez, c'est un peu comme si vous entriez, je sais pas moi, dans un ordre religieux, vous voyez, hein, c'est une sorte de... Oui, c'est ça, Goldman Sachs, c'est une sorte d'ordre religieux monétaire. Je sais plus quel membre c'est Blankstein qui avait dit je ne suis Lloyd. qu'un homme qui Je fais le travail de Dieu, oui. Voilà. Oui, je fais le travail de Dieu, mais il n'a pas dit ça innocemment. On n'a pas dit ça innocemment. Il fait le travail de Dieu. Mais n'oubliez pas, je veux dire, le Dieu pour lequel il parle, si vous voulez, c'est le Dieu des Juifs et des protestants, pour lesquels l'argent est extrêmement important. C'est important de faire travailler l'argent. J'ai souvent parlé d'un film qui s'appelle Le Festin de Babette, hein, avec Stéphane Audran. Ce film, vous devez le voir, parce que vous comprendrez les délires de la finance en regardant Le Festin de Babette. Hein, c'est une servante française, une domestique française, qui se retrouve comme domestique dans une famille de calvinistes hollandais, hein, extrêmement rigoureux, qui se privent de tout, hein, qui ne mangent rien, qui ne peuvent même pas manger une fraise, parce que si vous voulez, c'est se donner du plaisir par rapport aux souffrances du Christ, hein, et que la seule chose qu'ils peuvent faire, si vous voulez, c'est faire travailler l'argent. Hein, voilà. C'est vraiment ça, vous voyez. C'est deux mondes, deux mondes pour lesquels la perception de l'argent est différente. Donc ceci explique justement la phrase de Lloyd Blankfein, « Je fais le travail de Dieu ». Et en plus, je veux dire, Lloyd Blankfein, par définition, se considère comme un élu. Hein. Bah oui, forcément. Hein. Donc en plus, en étant président de la Goldman Sachs, donc c'est l'élu des élus. Hein. Voilà. Non mais c'est absolument extraordinaire. Aucun banquier jusqu'à présent n'a pu. Les Templiers avaient fait ça. Les Templiers techniquement avaient fait ça. C'était un ordre monastique. Hein, c'est-à-dire qu'eux, ils mettaient tout en commun, et en fait, ils protégeaient les gens pour aller à Jérusalem. Progressivement, c'est devenu une banque, hein, ensuite, ils ont commencé à prêter de l'argent au roi, qui, quand il n'a pas pu les rembourser, hein, les a dégagés. C'est aussi simple que ça. C'est un moyen expéditif de ne pas rembourser la dette souveraine. Et oui, non mais il ne faut pas l'oublier. Les Templiers ont été décimés pour ne pas rembourser la dette de la France. Et d'un autre côté aussi affaiblir le pouvoir spirituel. Oui, mais bien sûr, ça arrangeait tout le monde. Hein, les Templiers étaient plus riches quasiment que le Vatican, donc ça arrangeait tout le monde. Ça. Goldman Sachs est un ordre templier à sa façon. Je considère, si vous voulez, le monde bancaire, le système bancaire, mort. Hein, c'est un mort-vivant. Aujourd'hui, le système bancaire, et en particulier le système français, ne fonctionne qu'avec la planche à billets américaine. Vous devez le savoir. Hein. C'est un système mort. Nous sommes avec des morts-vivants aujourd'hui. Ce n'est qu'une extension. Nous sommes tous des comateux. Hein. Le système, nos distributeurs fonctionnent uniquement grâce à la Fed. Faut le savoir, ça. C'est important, vous avez bien fait d'en parler, parce que c'est capital. Le jour où tout ça va dégénérer, et là ça a commencé, puisque vous avez vu que la semaine dernière, ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas eu la possibilité d'arrêter justement la planche à billets, ils sont condamnés à la continuer, et c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a grosso modo un an, je dis qu'on partait dans une espèce de folie de Weimar. On part dans Weimar, là.
plus personne ne peut avoir confiance dans un dollar qui est fabriqué, c'est fini. Aucun autre pays ne va accepter. Les Chinois ne vont pas accepter, les Russes ne vont pas accepter, certains vont commencer à devoir à demander de l'or en échange. La Finlande a décidé hier de réclamer la restitution de son or après l'Allemagne. Ça commence à faire beaucoup, vous voyez, ça aussi, c'est tous les signes que vous voyez qui commencent à vous montrer que ça ne peut, quoi. C'est la fin du dollar, là vous assistez à l'agonie du dollar, techniquement. Ceci rejoint un peu les analyses d'Olivier Delamarche. Enfin, forcément, hein, forcément que... Mais Olivier Delamarche dit ça d'une manière très différente. Et parce que lui, il est gestionnaire de hedge fund, hein, voilà. Donc, il a des comptes à rendre à ses clients. Les analyses d'Olivier Delamarche, effectivement, sont similaires aux miennes, bien qu'on ne les formule pas de la même façon. Ça, tout le monde, tous les Français qui nous regardent ou qui nous suivent s'en sont rendus compte depuis longtemps. Parce qu'il a un langage, lui, il est du point de vue financier de gestionnaire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que Alain Minck, lui, Touati et tous ces braves gens vous expliquaient que la crise allait durer 3 mois et que la crise était déjà finie. Et ça, c'était en 2008 ou en février 2009. Alors qu'aujourd'hui, les Français, vous avez vu, 1,5 million de Français qui ont reçu, qui n'étaient pas imposables, qui le sont. Tout ça pour payer les intérêts de la dette. Ouais, non, mais attendez, là vous touchez la réalité. Les Français ont touché la réalité du doigt, là. C'est quand on tape dans leur porte-monnaie qu'ils vont comprendre, qu'ils vont s'intéresser à la crise. Et oui, c'est toujours comme ça. Ouais, François Hollande, selon vous, a-t-il des... Enfin, on voit les mécontentements sont en train de grandir de toutes parts. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que François Hollande ne termine pas son mandat ? Ça, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que quand son avion a été foudroyé, qu'il était obligé de faire demi-tour pour son premier voyage. C'est très symbolique, ça. C'est très symbolique. Son premier voyage, il allait voir Angela. Il allait voir l'ange aussi. Réfléchissez à ça, c'est intéressant. Angela, c'est l'ange, Angela en allemand. Il allait voir l'ange. Et la foudre, qui est par définition le symbole de Dieu, les assureurs appellent ça un acte de Dieu. Vous savez, quand une voiture est foudroyée ou un avion s'écrase parce qu'il a été foudroyé par la foudre, excusez-moi, c'est comme le promeneur qui se promène, ils appellent ça, techniquement, sur leur formulaire, ils appellent ça un acte de Dieu. Ok ? Donc vous avez François Hollande, président qui porte le nom d'un autre pays, président de la France, qui va voir un ange et qui est foudroyé par Dieu en chemin et obligé de faire demi-tour. Je sais pas, je trouvais ça plein de symboles. Mais il n'y a pas que ça, attendez, vous avez vu comme il a été sifflé. Ça aussi, je l'avais dit à la radio exactement 15 jours avant, j'ai dit, écoutez, rendez-vous au 14 juillet, vous allez voir... rendez-vous pour siffler François Hollande, parce qu'il ne nous reste plus que ça. Il a été copieusement sifflé, et pas que les trucs de mariage, je sais pas quoi. Et je vous signale qu'il a encore 3 ou 4 14 juillet à faire. Vous croyez que ça va se passer comment, les futurs 14 juillet ? Vous voyez bien qu'il y a plus que ce mec n'a plus de pouvoir. C'est une marionnette. C'est une marionnette de Bruxelles. On nous montre ça, mais en fait tout est... Bon, regardez là, et donc tout le monde regarde François Hollande, mais en fait il faut regarder ailleurs. Il faut regarder l'actualité financière. C'est là où ça se passe. Vous savez, n'oubliez pas, le théâtre des marionnettes est à côté de l'Elysée, c'est peut-être pas un hasard non plus.